En mars 2014, après 48 ans de prison pour une erreur judiciaire, M. Iwa Akamada a été libéré, marquant un tournant majeur dans le système judiciaire japonais. Son affaire n'a pas seulement établi un record mondial pour la durée d'emprisonnement injustifiée, mais a également attiré une attention internationale intense. Cependant, ce n'est pas le seul cas controversé au Japon. Une autre affaire, pleine de mystères et d'ombres, s'est étendue sur plus d'un demi-siècle sans réponse satisfaisante. Il s'agit de l'affaire Seiyama, impliquant M. Izawa, un homme aujourd'hui âgé de 86 ans. Bien qu'il n'ait pas été emprisonné aussi longtemps que Akamada, les accusations portées contre lui soulèvent de nombreuses questions. Certains prétendent même qu'elle est liée au célèbre film d'animation Mon voisin Totoro. Izawa Kazuo était-il vraiment innocent? Cette affaire pourrait-elle être rouverte? Vous regardez la chaîne Une affaire réelle, où nous explorons ensemble les affaires les plus mystérieuses et les histoires les plus intrigantes. Comme d'habitude, avant de commencer à décrypter les mystères de l'affaire d'aujourd'hui, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour nous soutenir. Merci beaucoup. Tout a commencé un après-midi de printemps, en 1963. Ce jour-là, le 1er mai, un mercredi pluvieux, dans une salle de classe du lycée Tokiwa Gakuan à Seiyama, dans la préfecture de Saitama, Yoshi Nakata, une lycéenne de 16 ans, assise près de la fenêtre, regardait de temps en temps dehors, espérant que la pluie cesserait. La famille de Yoshi était relativement aisée dans la région, spécialisée dans le commerce de produits agricoles. Ce jour-là était son anniversaire, et selon la tradition familiale, un plat de riz aux haricots rouges avait été préparé tôt le matin pour célébrer. Pressé de passer à la poste avant d'aller à l'école, Yoshi a mangé rapidement et est parti, oubliant son parapluie. À cette époque, le Japon se préparait pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 1964, et de nombreux élèves de la classe de Yoshi voulaient acheter les timbres commémoratifs de l'événement. En tant que délégué de classe, Yoshi s'est porté volontaire pour les commander. Mais le lendemain matin, la poste était bondée et les formalités prenaient du temps. Le personnel, voyant qu'elle était pressée, lui a suggéré de revenir plus tard après l'école. À 14h30, la cloche a sonné, signalant la fin des cours. Les élèves ont commencé à ranger leurs affaires et à partir, laissant Yoshi seul pour terminer quelques tâches. Environ 1 heure plus tard, la pluie a commencé à s'arrêter, et Yoshi est monté sur son vélo pour rentrer. À 16h30, la pluie a soudainement redoublé. La famille Nakata, ayant fini le travail plus tôt, avait prévu de rentrer pour dîner ensemble et célébrer l'anniversaire de Yoshi. Mais à 19h, Yoshi n'était toujours pas rentré. Yoshi vivait dans le quartier d'Iruma, à environ 4 km de l'école. Chaque jour, elle rentrait à vélo en suivant un itinéraire familier, de l'école à la gare d'Irumagawa, puis le long de la route Fuji-Seiyama. Même si elle était retardée, elle rentrait toujours avant 18h. Voyant qu'il pleuvait fort et que sa fille n'était toujours pas rentrée, le père de Yoshi, inquiet, a demandé à son frère aîné, Kenji, d'aller la chercher en camionnette. Le lycée de Yoshi était un lycée à temps partiel, divisé en 2 sessions, matin et soir. La session du matin durait 2 ans et enseignait principalement des matières domestiques, tandis que la session du soir durait 4 ans. Lorsque Kenji est arrivé à l'école, les cours de l'après-midi avaient déjà commencé. Les enseignants lui ont dit que les élèves de la session du matin étaient partis depuis longtemps. Kenji s'est alors souvenu qu'une fois, Yoshi avait pris un bus depuis la gare d'Irumagawa pour rentrer. Il s'est donc rendu à la gare, mais celle-ci était déserte, sans trace de sa sœur. Il était presque 19h30, et Kenji a dû rentrer pour informer sa famille. En descendant du camion devant la maison, Kenji a soudain remarqué quelque chose d'étrange. Dans le garage, le vélo de Yoshi était bien rangé, mais elle n'était pas là. Il a rapidement cherché partout dans la maison, mais n'a trouvé aucune trace de sa sœur. En passant devant la porte d'entrée, une enveloppe blanche posée sous la fenêtre a attiré son attention. L'enveloppe semblait étrange, comme si elle venait d'être déposée. Dessus, il n'y avait que 4 mots, Nakata Izaku, le nom de son père. La famille Nakata s'est précipitée vers Kenji, qui a soigneusement ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait la carte d'étudiante de Yoshi et une lettre. En lisant les mots maladroitement écrits, tout le monde a été choqué. Si vous voulez que votre fille survive, à minuit le 2 mai, une femme doit apporter 200 000 yens en espèces au magasin Sano. Mon ami viendra chercher l'argent. Si vous êtes en retard, ne serait-ce que d'1 minute, vous ne reverrez jamais votre fille. Si vous appelez la police, elle mourra. Si mon ami ne revient pas sain et sauf à l'heure, le corps de votre fille sera dans l'étang du parc. Cherchez-le vous-même. Si mon ami revient sain et sauf, je libérerai votre fille 1 heure plus tard. Souvenez-vous, n'appelez pas la police. Ne dites rien à personne. Si vous le faites, votre fille mourra.
Si mon ami voit quelqu'un d'autre en venant chercher l'argent, il agira immédiatement contre votre fille. Une chose notable est que la lettre présentait des corrections. La date initiale était le 29 avril, mais elle a été barrée et remplacée par le 2 mai. Le lieu initial était la porte d'entrée, mais il a été changé en magasin Sano. En particulier, la phrase « N'appelez pas la police » était écrite en gros, comme pour insister sur quelque chose. Que s'est-il passé avec Yoshi? Qui se cache derrière cette lettre de chantage mystérieuse? Pourquoi la date et le lieu ont-ils été changés? L'histoire devient de plus en plus étrange, ouvrant l'une des affaires les plus mystérieuses de l'histoire du Japon. 10 minutes après avoir reçu la lettre de chantage, la famille Nakata a décidé d'appeler la police. Kenji a immédiatement conduit au poste de police de Kam, le plus proche, pour signaler l'incident. Conscient de la gravité de l'affaire, la police a rapidement informé le bureau de police de Seyama, et dans la nuit même, des enquêteurs sont arrivés chez les Nakata. Cependant, dans la lettre, le criminel n'avait indiqué que l'heure de la transaction, minuit le 2 mai, sans préciser si c'était ce soir-là ou le lendemain. Cela a laissé la police perplexe, ne sachant pas s'il fallait agir immédiatement ou attendre. Mais personne n'a osé risquer la vie de Yoshi. À 23h40 ce soir-là, Tommy, la sœur aînée de Yoshi, est arrivée au magasin Sano avec 200 000 yens en faux billets, le lieu de la transaction demandée par le criminel. Le magasin était une épicerie et un bar à saké entouré de champs de thé et de rizières, un endroit parfait pour une embuscade. Cependant, cette nuit-là, personne n'est apparu. La nuit suivante, Tommy est retourné au magasin Sano. L'atmosphère était calme, seul le vent soufflait à travers les feuilles. Plus de 40 policiers étaient cachés dans l'ombre, retenant leur souffle. Tommy se tenait devant le magasin, les paumes moites. Soudain, une voix d'homme a retenti depuis un champ à environ 30 mètres au sud-est. Tommy a pris une profonde inspiration, essayant de rester calme, et a appelé vers la voix, demandant à l'homme de se montrer. Au début, le criminel a répondu, et les deux ont échangé pendant plus de 10 minutes. Mais soudain, la voix est devenue sombre et méfiante. « Vous avez appelé la police, n'est-ce pas? Je vois 2 personnes là-bas. » Tommy était stupéfaite. Les officiers étaient également paniqués, ne sachant pas si le criminel les avait repérés ou s'il les testait. Personne n'a osé agir précipitamment. Soudain, le criminel a crié « Je m'en vais » et a disparu dans les champs. Les policiers en embuscade se sont immédiatement levés pour le poursuivre, mais il faisait trop sombre, et les buissons épais les ont rapidement empêchés de le retrouver. Dans la lettre, le criminel avait mentionné qu'il viendrait en voiture chercher l'argent, donc la police avait concentré ses forces le long des routes principales, laissant les champs ouverts, ce qui a permis au criminel de s'échapper. Tommy n'a pas vu clairement le visage du criminel, mais elle se souvient vaguement d'une voix tremblante et douce, probablement d'un homme âgé de 26 à 33 ans, avec un accent local. À l'aube, la police a fouillé soigneusement les champs autour du magasin Sano et a trouvé des empreintes de pas. Ils ont utilisé des chiens policiers pour suivre les traces. Un chien s'est dirigé vers le sud-est et s'est arrêté près du pont Gong sur la rivière Furo. Un autre a suivi une piste vers le nord depuis le magasin Sano, mais s'est finalement arrêté au milieu d'une forêt dense. À 15 heures, la police a trouvé une bande de caoutchouc de vélo dans la forêt. Plus de 100 enquêteurs ont été mobilisés pour élargir les recherches. Finalement, le lendemain matin, ils ont découvert un indice crucial sur un sentier à Hirumagawa, le corps de Yoshi Nakata. Lorsque la nouvelle s'est répandue, la famille Nakata s'est effondrée de douleur. Personne ne pouvait croire que la jeune fille de 16 ans, qui venait de fêter son anniversaire 2 jours auparavant, était maintenant la victime d'un crime horrible. Nakatyoshi, 16 ans, était une fille obéissante vivant dans une famille aisée. Son père était membre du conseil agricole et gérait la ferme familiale. Sa mère, Yi, était décédée 10 ans auparavant, laissant derrière elle son mari et leurs 5 enfants, dont l'aîné avait quitté la campagne pour Tokyo il y a 8 ans et n'avait plus de contact avec la famille. Kenji, le frère aîné de Yoshi, avait étudié à l'école secondaire Hirumagawa, une école du soir pour ceux qui n'avaient pas pu terminer leur éducation obligatoire, c'est-à-dire le collège. Après avoir obtenu son diplôme, il était resté à la maison pour aider son père à gérer la ferme. Yoshi avait également un frère cadet et un petit frère. La famille Nakata menait une vie paisible, travaillant quotidiennement à la ferme sans conflit ni dispute. Ainsi, la mort de Yoshi a choqué toute la communauté locale. C'était le premier crime grave à survenir dans cette région, entraînant de nombreuses rumeurs et mettant une pression énorme sur la police locale. Le corps de Nakatsuji a été retrouvé dans un trou peu profond, face contre terre, avec une grosse pierre sur la tête. Ses yeux étaient bandés avec un morceau de tissu, ses chevilles et ses pieds étaient liés avec une corde fine, et ses mains étaient attachées derrière son dos avec une serviette.
Sa montre-bracelet avait disparu. Ce jour-là, après que la famille eut accepté, l'autopsie a été réalisée à la maison des Nakata. Les résultats ont montré que Yosi avait subi des blessures à la tête, des traces de traînement sur le ventre et les jambes, et qu'elle avait été violée. À l'époque, les techniques d'analyse ADN n'existaient pas, donc la police n'a pu déterminer que le meurtrier avait le groupe sanguin B. La cause du décès était une strangulation, et l'heure du décès a été estimée à environ 16h20 le premier du mois. Un détail notable est que dans l'estomac de la victime, les médecins ont trouvé des aliments non digérés, notamment des tomates, des haricots rouges, des carottes et des pommes de terre. Cependant, selon ses camarades de classe, le déjeuner à l'école ce jour-là ne contenait pas de tomates, ce qui suggère que Yosi avait mangé un autre repas après l'école, peut-être avec le meurtrier ou une autre personne. En combinant ces indices, la police a conclu que Yosi avait été tué avant que sa famille ne reçoive la lettre de demande de rançon. La lettre de rançon elle-même était également suspecte, avec de nombreuses fautes d'orthographe et une écriture désordonnée, ce qui ne correspondait pas à une personne éduquée. Cela a conduit la police à émettre l'hypothèse que le meurtrier pourrait être peu instruit ou qu'il avait délibérément écrit ainsi pour brouiller les pistes. Sur les lieux du crime, la police a trouvé des traces de pas laissées par une paire de jikatabi, des chaussures traditionnelles japonaises avec le gros orteil séparé. Ces chaussures offrent une bonne adhérence et sont souvent utilisées par les travailleurs de la construction et les agriculteurs, ce qui suggère que le meurtrier pourrait être un travailleur manuel. Au cours de l'enquête autour du magasin Sano, les chiens policiers ont suivi les traces du meurtrier jusqu'au pont Gung, situé à plus de 100 mètres de la maison des Nakata, sur le chemin que Yosi empruntait chaque jour pour rentrer de l'école. Près du pont se trouvait une ferme porcine nommée Izide, qui est rapidement devenue la cible de la police. La ferme Izide était gérée par 3 frères issus d'une famille de la classe Burakumin, une classe sociale méprisée dans le Japon féodal, principalement associée à des travaux considérés comme impurs, comme l'abattage d'animaux et le traitement des cadavres. Bien que le système de caste ait été aboli à l'ère Meiji, les préjugés contre les Burakumin restaient très forts, surtout dans les zones rurales. À cette époque, la ville de Seiyama était encore une petite ville dont l'économie reposait principalement sur l'agriculture. Alors que l'économie japonaise se développait rapidement, l'écart entre les riches et les pauvres entre les zones urbaines et rurales se creusait. Les Burakumin, déjà discriminés, étaient encore plus marginalisés. La ferme porcine des frères Izide n'était pas une exception. Les 3 frères avaient des antécédents de violence, avaient été accusés de harcèlement sexuel et de troubles à l'ordre public. Les ouvriers de la ferme étaient également connus pour leurs petits vols. Aux yeux des habitants locaux, cet endroit n'était rien de plus qu'un repère de voyous. De plus, la ferme abritait un chien féroce qui empêchait quiconque de s'en approcher. 10 jours après la découverte du corps de Yosi, un agriculteur a trouvé une pelle abandonnée dans un champ de blé, à plus de 100 mètres du lieu du crime. Après enquête, la police a découvert que la ferme porcine Izide avait récemment perdu une pelle. En vérifiant, ils ont confirmé que la pelle appartenait à la ferme, et la terre collée à la pelle correspondait exactement à celle du lieu où Yosi avait été enterré. Cela signifiait que cette pelle était l'arme du crime utilisée pour creuser le trou où Yosi avait été enterré. Plus important encore, l'un des membres de la ferme porcine Izide pourrait être le meurtrier, car seul quelqu'un de la ferme aurait su où la pelle était stockée et aurait pu la prendre sans être repéré par le chien féroce. La police a resserré l'enquête et a rapidement identifié un ouvrier suspect de la ferme. Malgré l'abolition du système de caste et l'ère Meiji, les préjugés contre les Burakumin restaient très forts, en particulier dans les zones rurales. À cette époque, la ville de Seiyama était encore une petite ville dont l'économie reposait principalement sur l'agriculture. Alors que l'économie japonaise se développait rapidement, l'écart entre les riches et les pauvres entre les zones urbaines et rurales se creusait de plus en plus. Les Burakumin, déjà discriminés, étaient encore plus marginalisés. La ferme porcine des frères Isa n'était pas une exception. Les 3 frères avaient des antécédents de violence, avaient été accusés de harcèlement sexuel et de troubles à l'ordre public. Les ouvriers travaillant à la ferme étaient également connus pour leurs petits larcins. Aux yeux des habitants locaux, cet endroit n'était rien d'autre qu'un repère de voyous. De plus, la ferme abritait un chien féroce qui empêchait quiconque de s'en approcher. 10 jours après la découverte du corps de Yi, un agriculteur trouva une pelle abandonnée dans un champ de blé, à plus de 100 mètres du lieu du crime. Après enquête, la police découvrit que la ferme porcine d'Izide avait récemment perdu une pelle. En vérifiant, ils confirmèrent que cette pelle appartenait bien à la ferme. Ce qui était particulièrement frappant, c'est que la terre collée à la pelle correspondait exactement à celle du lieu où y avait été enterré. Cela signifiait que cette pelle était l'arme que le meurtrier avait utilisée pour creuser la fosse. Plus important encore, l'un des membres de la ferme porcine d'Izide pouvait être le coupable, car seul quelqu'un de la ferme savait où la pelle était rangée.
Seul quelqu'un de familier avec les lieux pouvait la prendre sans être repéré par le chien féroce. La police resserra son champ d'enquête et identifia rapidement un ouvrier suspect à la ferme. Cet homme s'appelait Janshi Utomi, âgé de 27 ans, membre du groupe sanguin B, et travaillait comme transporteur à la ferme. 10 ans auparavant, il avait travaillé pour la famille Nakata, connaissant donc bien la topographie de la région ainsi que les habitudes de la famille de la victime. Le lieu de rendez-vous mentionné dans la lettre de demande de rançon était le magasin Sano, un endroit que seuls les locaux connaissaient bien. L'écriture manuscrite de la lettre de demande de rançon ressemblait à celle du Tomo. Ces détails en firent le suspect principal. Cependant, la police ne trouva aucune preuve directe pour l'inculper. 2 jours après son interrogatoire, Utomi se suicida en sautant dans un puits chez lui, laissant une lettre de suicide disant qu'il souffrait d'une maladie incurable et ne pouvait plus supporter la vie. Cependant, après enquête, la police confirma qu'Utomiya était en parfaite santé. De plus, il ne restait que 10 jours avant son mariage, et sa famille et ses amis dirent qu'il ne montrait aucun signe de dépression ou de désespoir. Cette mort soudaine rendit l'affaire encore plus mystérieuse. La police forma une équipe d'enquête spéciale et interrogea des dizaines de suspects, mais aucun n'était lié à l'affaire. L'enquête semblait dans une impasse, mais un vol de câble apparemment sans rapport ouvrit soudainement une nouvelle piste. Un homme fut arrêté pour vol, il s'appelait Isawa Kazuo, âgé de 24 ans, membre du groupe sanguin B, et travaillait comme apprenti maçon avec son frère aîné. La police s'intéressa rapidement à lui car, en plus d'avoir le même groupe sanguin que le meurtrier, Isawa appartenait également à la classe des burakumin, comme les ouvriers de la ferme porcine. Isawa Kazuo était né dans le quartier le plus pauvre de Seiyama, où sa famille de cette personne vivait entassée dans une petite maison d'environ 12,96 mètres carrés. Son père travaillait dur mais sans éducation, gagnant juste assez pour nourrir la famille. Les jours difficiles, il devait se contenter de manger des enveloppes de blé pour survivre. En raison de la pauvreté, Isawa ne put pas aller à l'école régulièrement. Il avait peur d'être ridiculisé par ses camarades et abandonna l'école tôt. Bien qu'il ait plus tard essayé de terminer l'école primaire, il était presque analphabète. L'enfance d'Ishikawa était marquée par la peur de la police. Ses parents menaçaient souvent de faire appel à la police lorsqu'il faisait des bêtises. À 13 ans, il fut suspecté dans un accident de train. Terrifié par l'agressivité de la police, Isawa avoua, bien qu'il n'ait rien fait. Plus tard, grâce à son employeur qui témoigna en sa faveur, il fut libéré des accusations. Adulte, Isawa travailla dans divers emplois, de la construction à l'usine sidérurgique, en passant par la vente de bonbons. Ne sachant pas lire, il était souvent moqué par ses collègues, ce qui le rendait colérique et lui faisait perdre rapidement ses emplois. Il s'endetta également à cause du jeu, accumulant une dette de 30 000 yens. Après avoir quitté plusieurs emplois, Ishikawa retourna à Seiyama sous la pression de sa famille et demanda à travailler à la ferme porcine. Cependant, son frère aîné lui conseilla de quitter cet endroit à la mauvaise réputation. Suivant ce conseil, Isawa quitta la ferme et apprit le métier de maçon avec son frère. Le fait qu'Ishikawa ait travaillé à la ferme porcine attira l'attention de la police, et il fut arrêté pour interrogatoire. Avec ses antécédents criminels, sa connaissance des lieux et une écriture similaire à celle de la lettre de demande de rançon, Ishikawa devint un suspect sérieux. Lors de son interrogatoire, il se montra très en colère, raillant même la police en disant que tous les burakumin écrivaient de la même manière, et menaça de se venger s'il était injustement condamné. Ce jour-là, la police perquisitionna la maison d'Ishikawa pendant plus de 2 heures. Ils creusèrent le sol de la cour, fouillèrent chaque coin de la maison, et même grimpèrent sur le toit, mais ne trouvèrent aucune preuve concluante. Ce n'est qu'en examinant de plus près qu'ils découvrirent un élastique de la même taille et forme que celui du vélo de Yosi. De plus, sur une serviette utilisée pour ligoter Yosi, la police trouva le logo d'une confiserie souvenir d'un match de baseball auquel Ishikawa avait participé. Fait notable, la sœur de Yosi, Tomi, et les policiers qui avaient entendu la voix du meurtrier lors d'une embuscade précédente, affirmèrent que la voix d'Ishikawa ressemblait beaucoup à celle de l'homme qui avait exigé la rançon. Après plus de 20 jours d'interrogatoire, Ishikawa continua de nier toute implication dans l'affaire, affirmant qu'il avait travaillé avec son frère de 8 h à 16 h ce jour-là, puis était rentré chez lui et n'était pas sorti avant 21 h. Cependant, son alibi n'était corroboré que par sa famille, et la police ne l'accepta pas faute de preuves convaincantes. Le 9 juin, la police examina des traces de pas trouvées chez Ishikawa, qui correspondaient à celles découvertes près du magasin Sano, le lieu où le meurtrier avait demandé à la famille de la victime d'apporter l'argent. Pensant être proche de la vérité, la police continua de fouiller la maison d'Ishikawa, mais ne trouva rien de nouveau. Le 19 juin, Ishikawa entama une grève de la faim pour protester contre les pressions pour qu'il avoue, mais un jour plus tard, son attitude changea complètement.
Il admit être impliqué dans l'affaire, mais affirma ne pas en être le cerveau. Il déclara que 2 anciens collègues de la ferme porcine étaient les planificateurs, et qu'ils n'avaient fait que voler l'appel, écrire et envoyer la lettre de demande de rançon. Cependant, Ishikawa ne révéla pas l'identité de ces 2 personnes, ce qui rendit la police encore plus méfiante. Quelques jours plus tard, sous une pression croissante, Ishikawa s'effondra mentalement et avoua. Cette fois, il déclara être le cerveau de l'affaire. Selon son récit, il avait rencontré Yosi lorsqu'il travaillait à la ferme porcine, l'avait taquiné mais avait été ignoré, ce qui l'avait mis en colère. Il avait donc planifié l'enlèvement et écrit la lettre de demande de rançon à l'avance. Selon ses aveux, ce jour-là, Ishikawa n'était pas allé travailler avec son frère. À 14 heures, il descendit du train à la gare d'Urumagawa, près de l'école de Yosi. 2 heures plus tard, au carrefour de Kayo, il rencontra Yosi rentrant à vélo chez elle et la kidnappa. Après avoir maîtrisé la victime, Ishikawa vola le stylo de Yosi, rentra chez lui pour modifier l'heure et le lieu de rendez-vous dans la lettre de demande de rançon. Vers 18 heures, il apporta le vélo de Yosi chez les Nakata, jeta son sac à dos, sa montre et ses manuels scolaires en chemin. Arrivé sur place, il gara le vélo dans le garage, glissa la lettre de demande de rançon dans l'entrebâillement de la porte, puis partit discrètement. Sur le chemin du retour, il passa par la ferme porcine, vola une pelle, puis se rendit directement dans la forêt pour creuser une fosse et enterrer le corps. Après avoir terminé, Ishikawa jeta la pelle dans un champ de riz voisin avant de rentrer chez lui comme si de rien n'était. Sur la base des aveux d'Ishikawa, la police reprit l'enquête et trouva 3 preuves cruciales. Le 21 juin, la police trouva un sac à dos abandonné dans un champ au pied d'une montagne. Bien qu'il ne contenait rien et qu'il n'y avait pas d'empreinte digitale ou de preuve directe pour identifier son propriétaire, son style ressemblait beaucoup à celui que Yosi portait habituellement, ce qui convainquit la police qu'il appartenait à la victime. Le 26 juin, un stylo plume rouge et noire fut découvert soigneusement caché dans la maison d'Izawa. Pour le trouver, la police dut monter sur une chaise et le repérer coincé dans le cadre de la porte. C'était le type de stylo que Yosi utilisait. Ishikawa admit avoir utilisé ce stylo pour écrire la lettre de demande de rançon, et l'examen de l'écriture confirma qu'elle correspondait à celle du stylo. Le 2 juillet, une montre-bracelet Citizen fut trouvée dans un champ. C'était une montre carrée à bracelet métallique, simple et compacte, correspondant à celle que Yosi portait habituellement. Avec ces preuves qui s'accumulaient, la police était convaincue d'avoir suffisamment de bases pour condamner Ishikawa. 4 mois après les faits, en septembre 1963, le procès d'Ishikawa Kazuo commença au tribunal de district d'Urawa. Devant le tribunal, l'accusé admit tous les actes criminels. Après 6 mois de procès, le tribunal déclara Izawa coupable de meurtre et de plusieurs autres charges et le condamna à mort. Lorsque la sentence fut prononcée, Ishikawa ne montra aucune peur, mais sembla plutôt calme, voire un peu arrogant. Cependant, le lendemain, l'affaire prit un tournant inattendu. Ishikawa changea soudainement d'attitude, rétracta tous ses aveux précédents et accusa. L'appel affirme son innocence, mais il s'avère que la police avait secrètement convenu avec Ishikawa que s'il avouait, il l'aiderait à falsifier les preuves. Au moment où il a été condamné à mort, Ishikawa croyait encore qu'il s'agissait d'une sentence symbolique pour apaiser l'opinion publique. Ce n'est qu'après être retourné en prison, lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'était pas inquiet, qu'il a réalisé avec effroi qu'il avait été trompé. Dans sa dernière déposition, Ishikawa a déclaré qu'il avait quitté la maison vers 7 heures ce matin-là, mais qu'il n'était pas allé travailler. Au lieu de cela, il s'était rendu dans un salon de pachinko dans la ville voisine de Tokorozawa. Vers 14 heures, il est retourné à la gare du Roi. Mais, craignant que son père ne découvre qu'il avait séché le travail, il a erré autour de la sortie ouest de la gare. Pendant ce temps, il a rencontré une connaissance et l'a saluée. 2 heures plus tard, il s'est abrité de la pluie à Seiyama, près de l'école de Yoshi, où il a vu un groupe d'écoliers avant de rentrer chez lui vers 19 heures. La police a retrouvé la connaissance mentionnée par Ishikawa, mais cette personne a déclaré ne pas se souvenir clairement si cette rencontre avait réellement eu lieu. Avant que l'affaire ne s'apaise, des événements effrayants se sont succédés au cours des 10 années suivant la clôture de l'affaire. Au total, 6 personnes liées à l'affaire se sont suicidées. En 1964, Kiyu Tomiya, la sœur de Yoshi, s'est suicidée. À ce moment-là, l'affaire avait déjà été jugée, et personne ne comprenait les raisons de son geste. En 1966, le propriétaire d'une ferme porcine est mort sur une voie ferrée, la cause étant inconnue. En 1974, un témoin clé, qui avait déclaré avoir vu un homme à vélo la nuit du crime, s'est également suicidé. Il est à noter que la description de ce témoin ne correspondait pas à Ishikawa. En 1977, le deuxième frère de Yoshi s'est suicidé. La même année,
un journaliste enquêtant sur l'affaire est mort dans des circonstances mystérieuses. Cette série d'événements a poussé l'opinion publique à se demander si l'affaire Seyama cachait des zones d'ombre non révélées. Dès les premières audiences, l'affaire Seyama avait attiré une grande attention. Certaines organisations représentant les Burakumin estimaient que le procès avait été influencé par des préjugés sociaux, ce qui pourrait avoir conduit à une erreur judiciaire. Par conséquent, après le verdict du tribunal de première instance, de nombreuses manifestations ont éclaté, exigeant la réouverture de l'affaire. Pendant son incarcération, Ishikawa a appris à lire et à écrire tout en envoyant des appels. Cependant, 2 demandes de révision en 1977 et 1986 ont été rejetées. L'intérêt du public pour l'affaire n'a cessé de croître. En décembre 1994, après 31 ans et 7 mois de prison, Ishikawa Kazuo, alors âgé de 55 ans, a été libéré sous condition. Au lieu de choisir une vie discrète, Ishikawa a consacré tout son temps et son énergie à clamer son innocence. Il a participé activement à des activités sociales, écrit des livres racontant son expérience pour sensibiliser davantage de personnes à l'affaire. Grâce à ses efforts incessants, de nombreuses irrégularités commises par la police lors de l'enquête ont été mises au jour. Des indices suggèrent que la police avait insinué à Ishikawa que son frère était impliqué dans l'affaire et que s'il n'avouait pas, ils arrêteraient son frère. Cela a soulevé des doutes sur la légalité des méthodes d'enquête et a accru le soutien public en faveur d'Ishikawa. 1 an après sa libération, lors d'une manifestation pour la justice en faveur des Burakumin, Ishikawa a rencontré une femme issue de cette communauté. Elle avait suivi l'affaire Seyama pendant des années et était touchée par sa persévérance. 1 an plus tard, ils se sont mariés. Aux yeux de sa femme, Ishikawa était une personne méticuleuse et sérieuse, ce qui renforçait sa conviction en son innocence et sa détermination à l'accompagner dans son combat pour la justice. En 2006, Ishikawa a officiellement déposé une 3e demande de révision. 3 ans plus tard, le parquet, les avocats de la défense et le tribunal ont entamé un dialogue tripartite au cours duquel 36 nouvelles preuves ont été révélées, y compris des enregistrements audio, les notes d'Ishikawa, des rapports d'enquête et des témoignages de résidents locaux. Ces documents ont mis en lumière de graves incohérences dans les 3 principales preuves à charge. Le sac à dos retrouvé dans un fossé près de la scène du crime ne correspondait pas à la description donnée par Ishikawa. De plus, le sac de Yoshi aurait dû contenir un portefeuille et un cahier, mais ces objets n'ont jamais été retrouvés. Ishikawa avait déclaré avoir pris une carte d'étudiant dans un portefeuille plié en 3, mais en réalité, le portefeuille de Yoshi était à fermeture éclair. En outre, la carte d'étudiant de Yoshi était trop grande pour tenir dans le portefeuille. Ces incohérences soulèvent la question de savoir si quelqu'un a manipulé la scène du crime pour accuser Ishikawa. Le stylo à plume, considéré comme une preuve cruciale, présente également de nombreux points douteux. Tout d'abord, la manière dont la police a trouvé le stylo est très suspecte. Ils ont fouillé la maison d'Ishikawa 2 fois juste après le crime sans rien trouver. Un officier a affirmé avoir inspecté soigneusement le haut du cadre de la porte, mais n'a pas vu le stylo à ce moment-là. Pourquoi est-il apparu mystérieusement plus tard? De plus, la plume et l'encre du stylo ne correspondaient pas à celles utilisées par Yoshi. Ishikawa avait déclaré avoir utilisé le stylo de Yoshi pour modifier la lettre de demande de rançon, mais l'expertise a montré que les traits d'écriture ne correspondaient pas. L'encre utilisée par Ishikawa était bleu-noir, tandis que Yoshi utilisait une encre bleu clair à l'école. Plus important encore, les tests ont révélé que l'encre utilisée par Yoshi contenait du gallium, alors que l'encre du stylo saisi chez Ishikawa n'en contenait pas. Cela signifie que les 2 encres étaient différentes. Enfin, aucune empreinte digitale de Yoshi ou d'Ishikawa n'a été trouvée sur le stylo. Un juge a suggéré que Yoshi aurait pu changer de cartouche d'encre, mais aucune empreinte digitale n'a été trouvée sur la cartouche non plus, ce qui renforce les soupçons de manipulation des preuves. La montre-bracelet supposée appartenir à Yoshi a été retrouvée sur une route qui avait été soigneusement inspectée auparavant. Curieusement, Ishikawa avait déclaré avoir jeté la montre dans un champ la veille, mais le lendemain, elle est réapparue intacte sur une autre route. La nuit du crime, il pleuvait beaucoup, mais la montre n'était pas étanche et aurait dû être endommagée. Pourtant, lorsqu'elle a été retrouvée, elle fonctionnait parfaitement. De plus, la sœur de Yoshi a affirmé que la sangle et les habitudes d'utilisation de Yoshi ne correspondaient pas à cette montre, ce qui laisse supposer qu'elle aurait pu être placée là après le crime. Outre ces 3 preuves principales, de nombreuses autres incohérences ont été révélées lors du procès. La police avait affirmé que les empreintes de pas sur les lieux correspondaient à celles d'Ishikawa. Cependant, une analyse ultérieure avec une technologie de balayage 3D moderne a montré des différences claires entre les empreintes et les chaussures d'Ishikawa.
Ishikawa avait également déclaré avoir étranglé la victime à main nue, mais un nouveau rapport d'expertise a révélé que la victime avait été étranglée avec un objet mou, probablement un tissu, car des marques claires étaient visibles sur son cou. Près de la scène du crime, il y avait un champ avec une vue dégagée, non obstruée. Un agriculteur vivant à proximité a affirmé n'avoir entendu aucun cri ou bruit anormal au moment où Yoshi aurait été assassiné. Il est à noter que ce témoin clé n'a pas été convoqué lors du procès, ce qui a ajouté des doutes à l'affaire. De plus, lorsque des experts ont analysé à nouveau l'écriture d'Ishikawa dans son carnet, ils ont conclu qu'elle ne correspondait pas à celle de la lettre de demande de rançon, contredisant totalement la conclusion initiale de la police. La composition du sol sur la pelle, une pièce à conviction clé, ainsi que les méthodes de test sanguin de l'époque, ont également été remises en question. Si Ishikawa était vraiment innocent, qui a tué Yoshi? Un détail notable apparaît dans le journal de Yoshi. Quelques jours avant sa disparition, elle a écrit « Ce soir, j'ai encore eu une dispute avec mon frère à propos de l'argent de poche. J'ai pleuré et je me suis cachée sous la couverture, mais même là, je me sentais toujours très frustrée. » Ce contenu a conduit beaucoup à soupçonner que le meurtrier pourrait être un membre de la famille. Dans la famille Nakata, le père croyait que les enfants d'agriculteurs n'avaient besoin que d'une éducation de niveau secondaire. Les deux frères de Yoshi n'ont étudié que jusqu'au collège, tandis que Yoshi a poursuivi ses études au lycée. Son niveau d'éducation pourrait avoir influencé la répartition des biens familiaux, en particulier avec son frère aîné Kenji, qui était censé reprendre la ferme. Plus suspect encore, quelques années après l'affaire, le frère aîné et la sœur de Yoshi se sont suicidés, tandis que son frère cadet a été adopté, laissant Kenji comme seul survivant de la famille. Ces événements rendent l'hypothèse d'un meurtre lié à une dispute familiale encore plus effrayante. Si Kenji était vraiment le meurtrier, certains détails étranges pourraient s'expliquer. La porte d'entrée de la maison Nakata était en verre, permettant de voir clairement le garage où le vélo de Yoshi a été retrouvé. Si un étranger avait placé le vélo là, il aurait certainement été remarqué. Mais si le meurtrier était un membre de la famille, cette action n'aurait pas attiré l'attention. Bien sûr, cela reste une hypothèse sans preuve concrète. Outre l'hypothèse familiale, des doutes ont également été soulevés sur d'autres personnes proches de Yoshi. Certains ont suggéré que son professeur, le propriétaire de la ferme porcine ou un voisin en conflit avec la famille Nakata pour des questions de terrain pourraient avoir eu des motifs. Cependant, des doutes subsistent également concernant Ishikawa. Le mouchoir trouvé sur les lieux était lié à lui, et personne ne peut affirmer avec certitude qu'il n'était pas présent au moment du crime. Ces détails nécessitent une enquête plus approfondie. Des années après l'affaire, Seiyama a été soudainement associé au célèbre film d'animation « Mon voisin Totoro » du réalisateur Miyazaki Hayao. Le film s'inspire de la région de Tokorozawa, dans la préfecture de Saitama, près de Seiyama où l'affaire s'est produite. Dans le film, la mère des deux personnages principaux est soignée à l'hôpital Shishikokuyama, un nom qui n'existe pas en réalité, mais qui ressemble à Ashikokuyama, une zone de Tokorozawa. Le titre anglais « My Neighbor Totoro » est en fait une traduction du titre japonais « Tonari no Totoro ». Selon Miyazaki, le nom Totoro vient d'une créature mythique vivant à Tokorozawa. D'après le réalisateur, la fille d'un ami a mal lu et a transformé le nom en Totoro. Miyazaki a trouvé ce nom mignon et intéressant, alors il a décidé de l'utiliser pour son film. Cependant, beaucoup de gens croient que Totoro pourrait représenter une entité surnaturelle liée à la vie, et que l'histoire du film contient des allusions à l'affaire Seiyama. Bien qu'il n'y ait aucune confirmation officielle de la part du studio Ghibli, ces hypothèses ont suscité l'agitation dans la communauté et ont rendu l'affaire Seiyama encore plus mystérieuse que jamais. Tokorozawa, une ville située juste à côté. Seiyama est également l'endroit où se trouve le Parc X, un nom qui est apparu dans la lettre de demande de rançon de l'affaire J. Un autre détail qui a attiré l'attention est que dans la scène de déménagement du film, il y a une boîte étiquetée Samati, un autre nom pour Saisha ou Seiyama, qui est une spécialité de cette région. Les coïncidences ne s'arrêtent pas là. Les noms des deux sœurs dans le film, Satsuki et Mei, sont liés au moment où l'affaire Seiyama a eu lieu. En japonais, Satsuki signifie le mois de mai, et Mei se prononce de manière similaire à mai en anglais. Yoshi a été assassiné en mai 1963. Dans le film, les deux sœurs ont respectivement 12 et 4 ans, ce qui fait un total de 16 ans, l'âge exact de Yoshi au moment de sa mort. De plus, le détail où la petite sœur se perd et la grande sœur panique en la cherchant rappelle la situation où la sœur aînée de Yoshi, Tomi, a cherché sa sœur sous la pluie. Ces coïncidences ont laissé beaucoup de gens perplexes. Un autre point étrange vient de l'affiche promotionnelle du film. Sur l'affiche,
Il n'y a qu'une seule petite fille avec des cheveux courts, et non les deux sœurs comme dans le film. Cela a soulevé l'hypothèse qu'à l'origine, le film n'avait peut-être qu'un seul personnage principal, et que le personnage de May a été ajouté plus tard. La petite fille sur l'affiche se tient sous la pluie avec un parapluie, ce qui correspond à la météo du jour de la disparition, où il pleuvait à verse. À partir de là, les gens ont commencé à se demander si Mon voisin Totoro n'était pas simplement un film pour enfants, mais cachait également une histoire tragique. De plus, dans la seconde moitié du film, certaines scènes semblent anormales lorsque les deux sœurs n'ont plus d'ombre, un détail rare dans l'animation, suggérant qu'elles pourraient ne pas être en vie à la fin du film. Les deux sœurs se rendent à l'hôpital pour voir leur mère, mais elles n'entrent pas à l'intérieur, restant assises sur une branche d'arbre dans la cour. La mère regarde par la fenêtre, sourit et dit qu'elle a l'impression que ses filles sont très proches. Cela pourrait être une métaphore pour le fait qu'elles sont décédées et ne subsistent que dans la mémoire de leur mère. Ces détails donnent au film, qui semble chaleureux et magique, une perspective totalement différente, plus mystérieuse et sombre que ce que les spectateurs imaginent. Le réalisateur Miyazaki a partagé qu'à l'origine, le scénario ne comportait que le personnage de la sœur aînée, et le film commençait avec la scène où Totoro donne un parapluie à la petite fille un jour de pluie. Cependant, il a ensuite pensé qu'il serait plus intéressant que la petite sœur soit la première à voir Totoro, et c'est pourquoi le personnage de Mei a été ajouté, transformant le film en une histoire sur la relation fraternelle. Cependant, Miyazaki n'a jamais officiellement commenté les hypothèses liées à l'affaire Seiyama. Ce n'est qu'en 2007 que le studio Ghibli a publié une déclaration sur son site officiel affirmant que Totoro n'est pas la mort et que Mei ne meurt pas dans le film. Mais ce qui est surprenant, c'est que cette publication est apparue le 1er mai, le jour même où l'affaire Seiyama a eu lieu. Cette coïncidence a rendu les spéculations autour du film encore plus mystérieuses. En février 2025, Ishikawa Kazuo, alors âgé de 86 ans, continuait à se battre pour un nouveau procès. Lors d'une réunion pour réclamer justice, il a déclaré « Ma santé peut décliner, mais ma volonté de combattre ne faiblira jamais. Je me battrai jusqu'au bout pour obtenir un nouveau procès. » Cette déclaration montre sa détermination à chercher justice, mais la grande question demeure. Ishikawa est-il vraiment le coupable de l'affaire Seiyama, ou est-il simplement une victime d'un système judiciaire défaillant? Après plus de 60 ans, la vérité sur l'affaire Seiyama reste un mystère. Un jour, la justice sera-t-elle rendue, ou cette affaire restera-t-elle à jamais enfouie dans des hypothèses et des spéculations? Que pensez-vous de cette affaire?